Bonjour et bienvenue dans cette seconde émission du Rascasse Show. Nous allons ce soir revenir sur la 12e journée de championnat de National 2, durant laquelle le Sporting est allé faire match nul en Savoie face au FC Annecy. Nous aurons aussi bien évidemment un invité surprise qui a connu entre autres la Ligue 1. Nous aurons en invité par téléphone Adrien Verrecchia qui vient nous présenter son livre Ultra Mode de Vie. Et bien évidemment, nous aurons quelques autres surprises. Rascasse. Retour sur la 12e journée de National 2. Le Sporting, après 10 journées sans aucune défaite, est tombé en Coupe de France face à Fréjus. On espère que ce match nul obtenu face à Annecy, une des grosses écuries de la poule, est le début d'une nouvelle ère et avec ce toujours même objectif qui est la montée en fin de saison. Donc Manu, toi qui étais présent à Annecy, quelle est ton analyse de la rencontre? Il n'y a finalement pas grand chose à dire. On avait un peu peur parce qu'on était un peu diminué, mais finalement pas tant que ça, parce que Medoukali a réussi à tenir sa place. Il manquait que finalement dans le 11 de départ que Zouaoui, puisque il y avait finalement tout le monde. C'est sur le banc qu'on était diminué. Et bon, un match un peu, j'en ai déjà parlé, un peu bizarre dans le sens où on attendait Annecy voulant gagner à tout prix, et en fait il s'est avéré qu'ils ont cherché avant tout à ne pas perdre, même s'ils ont un peu poussé sur la fin. Mais donc ils ont laissé le monopole du ballon, surtout en première mi-temps au Sporting. C'était un peu étonnant. Et après un match entre deux équipes qui sont assez neutralisées, et il n'y a pas grand chose à retirer, si ce n'est que toujours cette même bonne efficacité défensive. C'est je pense le point fort du Sporting cette saison, surtout l'axe et voilà, deux équipes qui sont neutralisées et un bon point de prix en savant. D'accord. Par contre, au niveau des stats, on a pu constater qu'au niveau du nombre de tirs, c'était relativement intéressant pour le Sporting, me semble-t-il. En fait, c'est à peu près équivalent pour les deux équipes, vu qu'au niveau de Annecy, ils ont fait 12 tirs et Toulon également ont fait 12 tirs. Après, là où il y a une différence, c'est au niveau des tirs cadrés. Voilà, c'est ça que je pensais. On est encore avec 7 tirs cadrés pour Toulon, donc c'est toujours une meilleure progression que par rapport au début de saison où c'était là où on avait des difficultés. Après, au niveau de la possession, elle était plus pour Annecy, mais ça c'est par rapport à la deuxième mi-temps où elle était plus dominée de leur part. Et du coup, sur le match, ils ont 52% de possession. Après, que dire, le même nombre de centres, pas beaucoup de réussite parce qu'il n'y en a que 3 de chaque côté sur 15 tentés. Et après, les précisions de passe, c'est à peu près pareil parce qu'on a 83% pour Toulon et 82% pour Annecy. Mais comme disait Manu, voilà, sur le ressenti, c'était vraiment deux équipes qui sont privilégiées le fait de ne pas perdre et de garder leur point du match nul. D'accord, si on devait faire ressortir un joueur du match côté toulonnais ou côté annecyien. Du côté d'Annecy, c'est clair et net, le gardien, il fait quasiment une Gordon Banks sur la tête d'Echergui. Il va la chercher magnifiquement au ras du sol, là, fait superbe parce que tout le monde l'a envoyé au fond, et donc il fait vraiment un gros match. Côté Toulon, il n'est pas spécialement ressorti, mais j'ai envie donc de retenir Echergui. Je l'ai suffisamment critiqué pour reconnaître que là c'est encore loin d'être ce qu'on peut espérer, mais s'il continue comme ça, il est plutôt dans une bonne dynamique. Il faut maintenant qu'il confirme contre hier, mais je vais retenir Echergui parce qu'après il n'y a aucune surprise. Les 3 derrière, puisqu'on joue en 5-3-2, Medoukali, Sanoun, Wasfan ont été énormes. Toujours un peu les mêmes difficultés de Fall sur son côté, une bonne rentrée de Julien qui dépannait à gauche, Julien Leleu, pardon, et puis Gongalves égal lui-même. La bonne rentrée, mais Moulet qui sort sur blessure, qui va manquer contre hier et qui peut-être plus, ça c'est la mauvaise opération, et Guilavogui qui est rentré un peu prématurément avec sa clavicule, malgré tout a fait son match. Bon voilà, après il n'y a pas eu trop de grosses surprises, mais voilà, on va dire Echergui. D'accord, très bien.
Alors Patrick, déjà, moi, il y a un petit truc qui m'a toujours un peu... tu es né à Perpignan et tu joues à Toulon. Comment tu t'es retrouvé comme ça à Toulon? Eh ben, en fait, à l'époque, j'étais à Perpignan, donc je jouais en cadet. Et en fait, à l'époque, il y avait les cadets nationaux. Et Perpignan, la première année, j'étais cadet, on termine deuxième, et c'est Narbonne qui monte en cadets nationaux. Et le président de Narbonne, il était de Perpignan. Donc il me demande, est-ce que tu veux venir jouer à Narbonne? J'étais à 60 km de Perpignan, donc j'y allais jouer. Bon, j'allais le mercredi avec le président à l'entraînement, mais comme j'étais en sport-études, donc je m'entraînais, et le dimanche, j'allais jouer en cadets nationaux. Et après, en fait, on a joué, je me rappelle ce match-là, c'était contre Toulon. On avait joué à Narbonne, mais sur le terrain de rugby. Très grand et tout. Je marque un but. Et à la fin du match, il y a M. Bonadei et M. Andrieux. Père de Laurent. Mmh. Et M. Andrieux, qui était entraîneur des cadets nationaux, qui viennent me voir dans le couloir. Ils me disent, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de faire un essai à Toulon? Donc avec l'autre attaquant, on est venu faire un essai à Toulon. L'essai a été concluant et j'ai signé à Toulon. Justement, alors, t'arrives, tu joues assez tôt, pareil, tu joues en réserve, tu joues en 19 nationaux. Non, ça n'existait pas. Qui c'est qui te... Non, au début, c'était bon. Je suis arrivé au centre, c'était M. Kaby Robert, qui était l'entraîneur. C'est une figure. Donc lui, il a fait qu'une saison, et à l'époque, il y avait Patrick Storail, qui était avec lui, et Patrick Fabre. Donc il y avait 3 entraîneurs, et au début, j'ai joué pendant 2-3 mois, j'ai joué en Junior League avec M. Roux. Et après, arrivé au mois de décembre, j'ai commencé à jouer en D3. Donc je faisais des bouts de match, après j'ai fait quelques matchs titulaires, et c'est comme ça que j'ai commencé. Parce que c'est Roland Courbis, l'entraîneur de la première à cette époque-là, il me semble, non? Oui. Non, c'était Paul Lansati. Ah ouais. Après, Ouais, Roland, c'est un souvenir, le Corse, pas un souvenir. Après, c'était Roland, et en fait, c'est pas moi. Oui, d'ailleurs, il remplace un peu à l'hiver. Hein, Et après, Roland, en 88, m'a fait débuter en pro, m'entraîner avec eux et jouer. 106 matchs, 32 buts, on voit que tu étais quand même un buteur efficace. 8 matchs en Coupe de France, 5 buts. Donc, et donc, tu as quand même cette particularité qui est forte et qui n'est pas donnée à tous les joueurs. Tu marques au Vélodrome et au Parc des Princes. Oui. Dans 2 matchs, une victoire, notamment 3-2 au Parc et ce fameux 3-3 aussi, où tu fais un doublé. Je fais un doublé où on se fait voler. Ouais, parce qu'il y a 2 buts hors jeu. Ouais, je sais très bien. En plus, à l'époque. On est à la télé, mais Non, mais à l'époque, au Vélodrome, il y avait le grand écran. Mmh. Donc, je me rappelle, j'ai toujours cette image de Peter Bose qui prenait l'arbitre, il dit regardez, on voit qu'ils sont hors jeu. Parce qu'à l'époque, hors jeu de position, ça comptait, maintenant ça ne compte plus. Et on fait 3-3 et. On mène 2-0, on marque rapidement. Et je marque le premier but, après c'est Patrice Marquet qui marque. Et après il revient à 2-2, je marque le 3e but. Et après il revient à 3-3. Mais ça reste un beau souvenir parce que les derbys contre l'OM c'était très très chaud. Bah ouais. Et après j'ai une anecdote aussi sur le match de Paris. C'est que la semaine d'avant on joue contre Lille et à l'époque c'était Guy David, l'entraîneur du Sporting. Il me dit bon ben Patrick, ce week-end t'es remplaçant, mais la semaine prochaine on joue au parc, il y a des espaces et tu vas te régaler, tu vas jouer, tu seras titulaire. Bon, j'étais jeune, même il m'était remplaçant, il m'aurait mis n'importe quel poste, j'aurais joué, donc on a toujours un peu les boules de ne pas jouer, mais bon, la semaine prochaine je joue à Paris, au Parc des Princes, parce que c'est vrai que ça me fait bizarre de dire toujours à l'époque, c'est que les matchs. Ça fait 30 ans quand même. Là, mais c'est les matchs n'étaient pas retransmis comme maintenant. Mm. Et quand on jouait à Paris, au Parc des Princes, là il y avait tous les journalistes, c'était le match de l'année pratiquement. Donc, et mon frère qui était pompier à Paris, je l'appelle, je lui dis voilà, ce week-end je joue à Paris et tout. Il fait ah, putain, c'est bête, je dois descendre à Perpignan, j'ai la perme et tout. Il fait ça fait rien, je reste pour te voir. Et dans la causerie de ma match, en fait, je me retrouve remplaçant. Donc j'avais un peu les boules, il me dit que je serais titulaire, bon. Je suis remplaçant, et je me rappelle, c'est pour ça que c'était un match particulier, parce que dans la causerie, Guy, il parlait sur les coups de pied arrêtés et tout ça, et sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, il dit ouais, tout le monde revient, même toi Patrick. On était assis, j'étais assis
dans la salle au restaurant, et je lui dis, mais Guy, je suis remplaçant. Il me dit, c'est pas grave, quand tu rentres, tu reviendras. Et au bout de 20 minutes, Philippe Antiani se blesse. Et je rentre, et un quart d'heure après, je marque. Donc là, C'était le 1-0, c'était l'égalisation. L'égalisation. Ouais, voilà. Hein. On perdait 0, l'égalisation, et après, c'était un match de folie, parce que Et ce but de Léo, là. Dédé Blanc qui marque le deuxième but, Mmh. et Léo qui marque le dernier but, et là, c'était la folie. Que c'est bon d'entendre, même si ce 3-3, moi, il me reste encore. Moi aussi, je l'ai toujours. Mais Toujours. c'est pas grave parce que je crois que l'année d'après, on l'a gagné les 2 fois. 1-0 Oui, et oui, 1-0. oui. Ouais. Ouais, on gagnait 1-0 chez nous. Ouais, ouais. Je crois que c'est Fred Mérieux qui marque. Mérieux, ouais. Bon, Et on peut-être, gagne au Vélodrome aussi. ton départ, je me rappelle à l'époque, il avait été mal perçu. Moi, je sais que personnellement, non. Mais il y en avait beaucoup qui t'en avaient voulu quand tu étais parti à Monaco. Tu peux vite fait nous raconter un peu. C'était cette époque tumultueuse, une des nombreuses, avec ses impayés, etc. Oui, ben en fait, Ton départ à Monaco. c'est vrai qu'après, quand je suis revenu en 97, je me rappelle Gérald et Momo qui étaient venus à. Je pense que tout le monde connaît Gérald, c'est Bien sûr. une figure quand même des supporters. Et comment? Et qui était venu me voir en stage, il m'avait dit, mais pourquoi tu reviens? Est-ce que tu as fait? Donc j'avais expliqué l'histoire et pourquoi j'étais parti du Sporting. Et il dit, ah ben, c'est parce que les dirigeants nous ont raconté. Enfin, je peux le raconter vite fait. Hein. C'est qu'en fait, ça faisait 3 mois qu'ils ne nous payaient pas. Mais tous, hein, pas que moi, tous, on n'était pas payés. Et on avait fait une réunion avec le UNFP, c'est le syndicat des footeux. Et à l'hôtel, je ne vais pas dire l'hôtel parce que ça fait de la pub. Et en fait, il nous avait expliqué comment faire pour pouvoir être payé. Donc il y avait une lettre à faire au club, une lettre à faire à la fédération, une lettre à faire à la SEDIC, en mettant en demeure le club de nous payer. Et donc à l'époque c'était Franck Passy le capitaine, il nous fait passer un exemple de lettre, ce qu'il fallait écrire, et moi je rentre à la maison et ben, je fais la lettre. Et en fait je me suis aperçu que j'étais le seul à faire la lettre. Et 1 mois et 10 jours après cette lettre, si j'étais pas payé, en fait j'étais libre. Donc voilà, donc il m'avait fait un chèque au-dessus de ce qu'il me devait, et en fait c'était un chèque en bois. Donc quand je reçois ce chèque en bois, moi j'avais payé les impôts, j'avais payé le loyer, j'avais rendu les sous que mes parents m'avaient prêtés parce que j'avais besoin de sous, donc mes parents m'avaient prêté les sous. Et en fait j'avais téléphoné l'UNFP, l'UNFP m'a dit, mais en fait t'es libre. C'était Guy de Courson le président. Ouais, c'était Guy de Courson. Et après, parce qu'après, quand je me suis retrouvé libre et tout, après j'avais rencontré Roland qui voulait me récupérer pour Bordeaux, et en fait il m'avait dit, ils ont été bêtes, parce que moi je t'aurais donné, ne serait-ce que, à l'époque c'était les francs, ne serait-ce que 100 francs, ça aurait rendu le truc à repartir. Ils auraient pu te faire juste une avance et ça repartait à 0. Donc moi je me suis retrouvé libre, et après j'ai eu des contacts, et après Tu pars quand même à Monaco. Je pars à Monaco. Tu pars à un club UP. Ouais. Dans lequel tu as joué, hein, Monaco quand même. Alors peut-être pas. Non, j'ai fait que 3 matchs titulaires. Hein. Et après, par contre, pratiquement à l'époque, il n'y avait que 14 joueurs. C'est pas comme maintenant où il y a 10 joueurs. À l'époque, il n'y avait que 3 remplaçants. Alors que même si j'ai connu 2 remplaçants, mais l'année où je suis à Monaco, il y a 3 remplaçants. Et j'ai dû rentrer 22 fois. Il me faisait rentrer Arsène Wenger. Mais après, en fait, c'était Arsène Wenger. c'était Arsène Wenger, l'entraîneur. Après, c'était difficile de jouer. Sous la façon comme jouait Arsène Wenger, il jouait avec vraiment un avant-centre. Et un mec sur le côté, et à l'époque il y avait Ouéa les 4-5 premiers mois, et après il y avait Jürgen Klinsmann. Ah ouais. Et à cette époque-là, quand j'y étais, c'est pour ça, avec le recul, j'aurais pas dû partir parce qu'il me restait 2 ans de contrat. Djorkaeff, tout ça, c'était remplaçant aussi. Et ils ont été patients, et après, j'aurais dû être patient. Donc, Alors, par rapport à ton parcours, je l'ai un peu revisité. Je vois que tu finis par Cassis Carnoux. Tu avais joué le match de Coupe de France contre nous. C'était cette époque-là, pourtant 2003-2004, où on joue une Coupe de France contre Cassis Carnoux qui est en train de monter, et Scarpelli qui nous marque. non, j'étais pas là, cette époque-là, j'étais pas. En fait, T'as joué contre le Sporting en fait, c'est ça? Avec Karl. Avec Karl. L'année d'avant, j'ai joué contre le Sporting. Mais après, c'est en fait, quand j'étais joueur à Toulon, quand j'étais
en Détroit et tout ça, je voyais comment ça se passait. Je dis, putain, ça va être difficile. Je pense qu'à la fin de ma carrière pro, j'arrêterai de jouer parce que si c'est pour se faire casser, ça va être compliqué. Et quand j'ai arrêté, j'ai pas vraiment arrêté. C'est pas moi qui ai voulu arrêter, c'est un entraîneur, celui du Havre, qui m'a fait la carrière. C'était qui alors? C'était Jean-François Daumerle. Ah, d'accord. Quand on arrive vers 30, 31, 32 ans, un an sans jouer, c'est compliqué. Donc les gens ils se posent des questions. Même qu'après j'étais venu il y a même des clubs qui m'ont dit il paraît que tu as les 2 genoux en vrac. J'ai dit je touche du bois, je touche encore, mais j'ai jamais rien eu au genou. Donc après c'est des trucs comme ça qui sont Plus facilement des zombies. Et donc après, c'est pour ça que je disais, je voulais, après ma carrière pro, j'arrête. Mais comme j'ai toujours envie de jouer. Parce qu'apré Cassis-Carnoux, après quand j'ai arrêté ma carrière pro, j'ai signé à Arles. Après j'ai fait Cassis-Carnoux. J'ai joué en PHA à la Garde. Oui, voilà. Parce que j'avais toujours envie de jouer. Et là, après je suis parti à recruteur au centre de formation à Saint-Étienne. Et après quand je suis revenu sur Lioul, j'ai pris le club, j'entraîne le club de Lioul. Mais au début j'ai même joué. J'ai toujours envie de jouer. Là j'ai 50 ans, je joue encore avec des vétérans avec les amis du foot. Bon, il n'y a pas de hors-jeu, ça c'est bien, parce que moi je cours moins. Déjà que je ne courais pas beaucoup. Mais j'ai toujours envie de jouer. Comme c'est pas moi qui ai décidé d'arrêter, j'ai eu du mal. Et j'ai toujours encore un peu de mal à faire le deuil. Ouais. Mais donc, ça me permet de rebondir. C'est Saint-Étienne qui te recontacte. Tu avais laissé de bons souvenirs là-bas. Oui, puisque j'avais terminé meilleur buteur du club, même meilleur passeur. Je me souviens, on fait le D2, on termine champion. Donc, qui tu côtoies là-bas? C'était quelle époque ça? À l'époque, l'entraîneur c'était Robert Nouzaret. Il y avait l'année avant que j'arrive, parce que j'étais à Toulon, l'année avant que j'allais à Saint-Étienne, j'étais revenu à Toulon. L'année avant que j'arrive, Saint-Étienne s'était sauvé à la dernière journée au goal average, je crois. Donc on est arrivé, il y avait... et l'année d'après, tu es champion. Souvent, ça me fait ça. Hein. Non, mais c'est qu'en fait, le club avait recruté des anciens. 30 ans, c'est pas des anciens, mais Kader Ferraoui, Gilles Leclerc, Nestor Subia, Suisse. Ouais, c'était un Suisse, argentin-suisse. Ah. Et voilà, je crois qu'on est resté 22 matchs sans défaite. C'était l'ambiance qu'on avait eue, c'est-à-dire qu'il y avait la Coupe du Monde à Saint-Étienne en 98. Ça fait que la première semaine de reprise, on est parti en stage. Le vendredi, on revenait, on avait le week-end. La semaine d'après, encore une semaine en stage. On a fait ça 3 semaines. Pendant 3 semaines, on est parti en stage, en n'ayant que le week-end pour filer les familles. Donc je pense que ça a formé un groupe. Et ça a été 23 matchs sans défaite. C'était extraordinaire. Et donc, c'est les mêmes dirigeants qui te rappellent pour tout? Non, parce que non, c'était pas les mêmes dirigeants, ils n'étaient plus là. C'est qu'après, quand j'ai arrêté ma carrière, après la Garde, il y avait toujours Julien Sablé. Oui. Parce que moi, quand j'étais à Saint-Étienne, il commençait, il avait 18 ans, donc il a commencé. C'était le capitaine de Saint-Étienne après. Et il m'avait dit, les nouveaux dirigeants, ils veulent faire revenir des anciens de Saint-Étienne, entraîner au centre de formation. Donc il m'a dit, tu veux que j'en parle au président? Je dis, oui, par exemple. Et c'est comme ça que j'ai signé au centre. Ils avaient pris un nouveau directeur sportif. Je ne sais pas si vous avez connu, c'était Luc Bruder. Et je l'avais connu à Toulon, parce qu'il avait fait une année à Toulon, au centre de formation, directeur du centre. D'accord. La deuxième année où j'étais au centre. Et lui, il a dit non, mais Patrick, je valide, je connais, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait 2 ans. Tu restes 2 ans. Hein. 2 ans, et la 3e année, j'étais observateur. J'étais recruteur, j'allais voir les matchs. Je pense que ton club de cœur, ça reste Toulon, mais Saint-Étienne, c'est quand même le club important, hein, j'ai l'impression. Oui, parce qu'on a eu le résultat et les supporters. Ça a été apprécié là-bas. Hein. C'est pas que les supporters de Saint-Étienne, c'est qu'on allait n'importe où. Il y avait des supporters de Saint-Étienne. Je crois qu'il y avait plus de 5 et quelques clubs de supporters en France, et même à La Réunion, même en Guadeloupe. Ouais, donc on allait à Caen, mais il y avait des supporters de Saint-Étienne. En fait, c'était des gens de Caen qui étaient supporters de Saint-Étienne. Oui, donc c'est vrai que c'est un club mythique, parce que c'était.
Mais après, Toulon, c'est vraiment le club où j'ai été formé. Et si je suis revenu en 97, c'est peut-être par rapport à ce qui s'était passé quand je suis parti en 91. Ouais. Je- pour montrer que non, mon club, c'est Toulon. C'est pour ça, quand là, je vois encore quand je vois des Toulonnais, mais c'est des petits supporters de Marseille, et je me fais souvent chambrer parce que quand je vois des Toulonnais supporters de Marseille, c'est pas possible. Oui, parce que moi j'ai une petite anecdote avec notre ami Eddy qui t'a interviewé pour le musée du Sporting, qui devait être là ce soir. On s'était vu pour je crois que c'était pour. Alors je sais plus si c'était pour le jubilé de Luigi ou si c'était pour le match de bienfaisance des inondations à Draguignan. C'était pour le jubilé de Luigi. Bon. Et on vient vers toi, on se présente et tu nous dis vous n'êtes pas pour l'OM. On avait trouvé ça. Après, je me rappelle cette histoire-là, c'était un petit qui était venu avec une casquette de l'OM Ah ben voilà. et qui m'a demandé de signer sur la casquette. Et en rigolant, je lui avais dit non, je peux pas signer sur la casquette de l'OM. Et c'est vrai qu'il y avait deux supporters, c'était et les supporters m'ont dit ça me fait plaisir. Après le petit, j'ai signé sa casquette parce que le petit, il n'a pas connu Toulon en D1. C'est pour ça qu'après les tout petits, je ne comprends pas parce qu'ils n'ont pas connu Toulon en D1. Mais pour certains, et j'en connais, qui étaient supporters de Toulon, qui venaient à Bourg-en-Conte, qui venaient à Mayol nous voir jouer, qui étaient derrière nous. J'ai deux ou trois potes qui sont supporters à Marseille. Et je les embrassés sur ça. Et après ils me disent mais Patrick, il n'y a plus rien à Toulon. Donc tu vois, on va supporter qui? Sporting. Oui. Non, juste, si tu dois retenir ta plus grosse émotion, et c'est peut-être pas forcément pour un but, mais. Et peut-être pas forcément à Toulon, mais de ta carrière footballistique, ça serait quoi? Ta plus grosse émotion en intensité et vraiment. C'est peut-être ce match de Paris. C'est Paris plus que Marseille? Oui. Non, Marseille parce que c'était le derby. Mais Paris, c'était surtout le contexte. Que la semaine d'avant, j'étais titulaire. Après, on me dit, le coach Guy me dit, t'es remplaçant. Que mon frère, il rentrait une fois par mois et qu'il reste à Paris pour me voir. Après, j'ai eu la chance au bout de 20 minutes de rentrer. Donc, mon frère il était heureux dans les tribunes. C'était le seul Toulonnais qui devait dans la tribune parce que les invitations, peut-être que. Mais c'est ce match-là. Parce qu'après, je voyais les joueurs de Paris parce que. On ne va pas rentrer dans l'aspect financier, c'est qu'à l'époque, il y avait des fois des primes de match, on appelait ça boule de neige. C'est-à-dire que tant que tu gagnes chez toi, si tu fais match nul à l'extérieur, on double la prime. Et Paris, ils avaient ça. Et je me rappelle, et s'ils nous battaient, alors qu'à l'époque, Paris-Toulon, je crois qu'ils avaient à l'époque 50 000 francs. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'était, on disait nous 5 briques, mais c'était 50 000 francs. S'ils nous battaient parce que ça faisait boule de neige, parce que ça faisait je sais pas combien de matchs qu'ils ne perdaient pas. Et arrivons les barres. Donc ils sont assis sur. Nous on n'avait pas eu grand chose. On a eu un petit peu, mais on n'avait pas eu autant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de primes. Le parc, c'était la première fois ton match, parce que le Parc des Princes, c'est quand même un stade aussi. Ouais, je crois que c'était mon premier match. Et il y avait les joueurs qui avaient en face. Il y avait Joël Batz dans les buts. Ricardo, là, qui est entré à Bordeaux. Comboiré, qui était parti de Toulon. Parce qu'il y en a beaucoup qui, quand je leur dis Comboiré, il a été à Toulon, ah bon? Oui, il est resté 6 mois. Ouais, il a pas fait longtemps. Il y avait Pérez, Bravo, Rai, pas Rai, Valdo, le petit. Valdo. C'était l'équipe à battre, hein. C'était l'époque de Canal+. C'était ouais, un peu. Mais après, c'est vrai que le match de l'OM, c'est une saveur. L'OM, c'est l'OM. C'était. Quand je venais Toulonnais, ouais, c'est un match qu'il faut gagner. Ne pas perdre. Voilà. Nous sommes donc en direct depuis Paris avec Adrien Verrecchia, un des fondateurs de la Grinta. La Grinta qui a sorti un livre qui s'appelle Ultra Mode de Vie, qui est sorti le 12 novembre, si je ne m'abuse, qui est en vente sur leur site. Apparemment, les ventes démarrent très bien. Et on voulait savoir, Adrien, un peu d'où vous est venue l'idée de ce bouquin. Ouais, bonsoir, merci pour l'invitation. L'idée, elle démarre déjà il y a quelques années. Ça a commencé en 2014 à germer un peu dans nos têtes.
On écrivait déjà beaucoup sur les supporters, du coup, sur le site, comme tu l'as dit, lagrinta.fr. Et il y a eu une interview un peu déclic avec le leader des Ultras de Montpellier, de la Butte Paillade, Sylvain. Et dans cette interview, il expliquait un peu que c'était un mode de vie pour lui, être ultra. Et donc, à partir de là, on s'est dit, il faut qu'on raconte quelque chose là-dessus, il faut qu'on fasse un livre, qu'on aille un peu partout, faire témoigner des ultras et qui nous racontent leur passion. Le Et titre, voilà. le titre était déjà en germe. Exactement, ouais. Donc du coup, 4 ans plus tard, ça sort enfin, Ultra mode de vie. Ça a été un peu long, mais disons que c'est un projet assez compliqué. Il fallait convaincre les groupes de parler et c'est des choses pas toujours évidentes. Oui, parce que vous êtes déplacé dans toute la France pendant 2-3 ans. Exactement, ouais. On s'est dépassé euh, finalement assez peu de temps. En fait, on a réussi à quasiment tout boucler dans 20 villes exactement les déplacements. On a réussi à les boucler en 6 mois, donc c'est relativement court. Mais c'était plus compliqué sur la partie écriture où on avait garanti au groupe une relecture parce qu'ils sont méfiants en général et donc pour avoir leur totale confiance, il y avait cette étape, on va dire, obligatoire. Ils n'ont rien modifié en fait, mais ça prenait tellement de temps parce qu'ils faisaient relire à tout leur noyau et du coup c'était compliqué, mais voilà, finalement on y est et on est assez content du résultat final. Oui, c'est ce qui est un intérêt du livre en toi, parce que vous avez approché des gens qui sont normalement un petit peu fermés aux médias et vous avez dû montrer patte blanche, j'imagine, afin de les approcher. C'est ça, ouais, il y a beaucoup de groupes qui n'ont jamais parlé, et je pense notamment aux Magic Fans à Saint-Étienne. Ils ne se sont jamais exprimés dans un média et vous les verrez jamais s'exprimer ailleurs. Je pense que ils ont fait une grosse exception, ça n'a pas été évident. D'ailleurs, on est revenu 2 fois à Saint-Étienne pour les convaincre. Donc, c'est la seule ville où on est revenu 2 fois. Mais comme le groupe, il est assez important et ça reste quand même une ville emblématique du football, on a fait l'effort. Oui, c'était Euh, incontournable, c'était incontournable. Autre ville emblématique du football, comment s'est passé du coup le chapitre sur Toulon? Bah, il s'est très bien passé finalement le chapitre sur Toulon. On craignait un peu parce qu'à une époque, les irréductibles, c'était assez fermé. Pareil, ça s'exprimait pas beaucoup. Et finalement, en fait, nous, on a eu cette chance pour nous, c'est que les irréductibles, c'est fini. Et du coup, je pense que ça a libéré aussi un peu la parole, le fait que la page de l'association soit tournée. Si les irréductibles avaient continué, je pense qu'ils n'auraient pas parlé, honnêtement. Et donc, finalement, bah, la fin de l'association, au moins, était positive pour ça, même si pour le reste, c'est vraiment dommage parce que mettait une belle ambiance à Boran. Oui, ça manque, c'est clair. Et les autres supporters, donc vous avez eu Gérald, enfin j'invite tout le monde à acheter le livre, mais il y a Gérald, il y a... Exactement, ouais, il y a les anciens Fedelissimi, Oui, c'est ça. parce que c'est des Fedelissimi qui ont quitté le groupe, donc Gérald, le fondateur. Et du coup aussi les anciens Rasta, parce que les Fedelissimi, c'est des anciens Rasta, en tout cas les fondateurs. C'est des anciens Rasta Bronx, Exactement. donc de l'époque de Mayol au milieu des années 80. Donc, ouais, il y a eu eux, il y a eu les Manu Trigo pour la Brigade Azur et Or, il y a eu Thierry Garcia pour les South Wolf, et bien sûr ces groupes-là qui ont fondé ensuite les Irréductibles, enfin qui ont contribué à fonder les Irréductibles, parce que c'était une fusion de ces trois groupes-là. Et donc on a eu un petit peu tout le monde à Toulon en fait, hein, et on a été assez surpris parce qu'on savait que c'est à la base c'était un petit peu difficile de les avoir et finalement ils ont été super ouverts, super accueillants. Je pense que ils avaient envie de garder une trace aussi de leur histoire, du mouvement ultra à Toulon. Absolument, oui, Et oui. Et puis il y a un petit moment où il y a un passage où tout le monde est assis autour d'une table. Je crois qu'il y a Alain Buré, enfin, il y a des gens assez divers. Et c'est un bel exploit d'avoir fait ça. Je l'imagine au Baratin, cette interview, ou un truc comme ça.
Enfin Ouais, voilà, c'était pas loin, c'était entre l'Arsenal et comment dire, et le centre-ville. d'accord. Donc c'est l'un des petits établissements où ils ont leurs habitudes. Je sais plus exactement comment il s'appelait. Le Hall Coucou peut-être, mais bon, Exactement, c'est ça. C'est à côté du exactement, Baratin. exact. Ok. Donc ça s'est passé là-bas. Ouais. Oh, comment fait-on pour se procurer ce bouquin pour les gens qui sont intéressés? C'est très simple, il suffit d'aller sur lagrinta.fr, tout attaché. Alors actuellement, le problème, c'est qu'il y a quelques soucis techniques parce qu'il y a eu tellement de commandes que ça nous a fait sauter le site plusieurs fois. Et C'est donc, plutôt bien. Mhm. c'est plutôt bien, ouais, c'est sûr. En fait, on s'attendait pas à une telle demande, quoi. Il y a eu, dès le premier soir, il y a eu 700 commandes en 3 heures, ce qui est absolument énorme à notre petite échelle. Ouais, c'est énorme. Et, ouais, et le site n'a pas supporté. Et donc là, on est en train de faire les grands travaux pour accueillir 10 fois plus de monde et, euh, et avoir, enfin, en tout cas, être en capacité de les accueillir, quoi. Vous êtes victime de votre succès, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc c'est que sur le site, uniquement sur lagrinta.fr, hein, c'est ça. C'est ça, pour le moment, c'est uniquement sur le site. On envisage à l'avenir, pourquoi pas, de fournir quelques librairies indépendantes, mais sur le premier tirage, c'était pas possible. Donc, pour le moment, ouais, c'est vraiment uniquement en ligne. D'accord, donc tu t'occupes des envois. Et le prix, tu peux rappeler? Alors, le prix, c'est 19,99 € et 5 € de participation frais de port, donc ça fait 24,99 €. Et il est possible de l'acheter aussi depuis l'étranger si vous êtes n'importe où dans le monde. En Europe, ce sera 8 € de frais de port et dans le reste du monde, c'est 10 €. Vous en Voilà. vendez un peu en dehors de la France aussi? Ouais, on a eu des Ah commandes ouais, en Suède, c'est en énorme. Autriche, au Canada, on a eu en Afrique du Nord. C'est énorme. Ouais, on l'a vraiment envoyé de partout ce livre. D'accord. Bon, ben super. Merci à toi, Adrien. Les amis, il est l'heure d'aborder le prochain match de championnat, 13e journée, face à Hier, qui est une équipe qui revint bien après un début de championnat un peu compliqué. Compliqué, ouais. On sait déjà que côté toulonnais, Moulet sera absent puisqu'il s'est blessé face à Annecy. C'est un match qui est difficile. Bien sûr. Ça va être compliqué rien qu'au niveau de ces stats de l'équipe, parce qu'elles ont marqué, je crois, que 8 buts depuis le début de la saison, mais elles n'ont pris que 9, c'est-à-dire que c'est un bloc qui défend très bien, mais qui marque peu. Donc ça va être compliqué, quoi, hein. Après, on a les atouts pour essayer de C'est percer énorme. cette défense, mais ça va être chaud, normalement. Ouais, au milieu de terrain, ça peut être compliqué aussi, puisqu'il nous manquera Seibou, qu'on a oublié tout à l'heure. Ouais, et puis qu'on pourrait Il y a ne pas pas revoir Moulet. de On n'aura pas Kelly Moulet. longtemps. Seibou? Ouais. Ah bon? Et oui. Ouais. Un gros coup dur, très bien. Ouais. Ok. Gros coup dur. Je suis pas au bout du Ouais, ouais, Celle-ci, c'est assez grave. c'est pour ça que Ah ouais, quand même. c'est pour ça que dans le compte rendu du MAO, on est, enfin, notre ami Manu expliquait que voilà, il y avait peut-être un coup à jouer au milieu de terrain pour Oui, les jeunes, pour les jeunes. Magatino, Leclerc, Polano, voilà, il y a peut-être quelque chose Ouais. à faire Ouais, en termes il de revient temps de d'ailleurs, jeu. Ouais. Polano. Il va Absolument. falloir. Toi, Patrick, tu as joué, tu nous disais en off, lorsque la réserve du Sporting évoluait en D3, donc la 3e division. Une division au-dessus de l'actuel. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était dans les années, quand je suis arrivé au centre, moi je suis arrivé en 85, donc 86, 87, quand on a joué en pro, je jouais en D3. Et c'est vrai que ces matchs contre hier, ça faisait mal. Ouais. Parce qu'à hier, il y avait des anciens de Toulon, c'est-à-dire il y avait, je me rappelle, un numéro 10 extraordinaire, c'était Verstraat. Il y avait Perlin qui jouait derrière, et déjà dans le couloir, c'était chaud. C'était chaud, et après, bon, on avait la chance, nous, on était beaucoup de jeunes, mais on était un peu encadrés par quelques anciens. Régis Fontani, Alex Di Masio, Di Fraia, qui étaient un peu plus. Eux, ils étaient Corse, pros, hein. voilà. Enfin, c'était une Corse. Donc, heureusement qu'on avait eux. Parce que sinon, je pense que. Et c'était toujours des matchs très très serrés et engagés. Ouais, pour en revenir à hier, il y a deux données importantes, il me semble. La première, c'est que hier, oui, donc il est dans une bonne phase, même si, alors je les ai vus jouer dimanche contre l'Atlético, ils menaient 3-0.
Bon, c'était un peu cher payé pour l'Atlético parce qu'ils avaient eu des occasions, mais ils ont été très efficaces. Mais après, ils se sont fait peur sur la fin, ils gagnent que 3-2. On sent encore une équipe qui doute encore un peu, donc il faudra jouer sur ça. Et puis l'interrogation sur le fait comment ils vont jouer à fond contre Toulon, bien sûr, c'est un derby, mais d'en parler, il y a une vraie dualité. Mais la semaine d'après, ils jouent à Grenoble, leur match de Coupe de France, et forcément, ils vont y penser. Mais si on compte sur ça pour que ça soit plus facile, je crois que ça serait une lourde erreur. Maintenant, plus le match va avancer, plus ils y penseront d'après moi, mais ça ne comptera pas. Peut-être pas aller aussi fort ça dans les comptera, contacts. ça comptera à la marge. Moi, ma crainte, c'est quand même Manas, qu'on connaît bien au Sporting. Ça D'une fait part, mal, parce que j'ai l'impression que les bons résultats d'hier, depuis qu'il c'est depuis qu'il est revenu. Bien sûr. Et puis, mine de rien, c'est un joueur qui, chaque fois qu'il a joué contre nous, a sorti des très très gros matchs. On se rappelle entre autres du LAS. du match face au LAS où il fait gagner le match à lui tout seul. Voilà, alors qu'on menait à la mi-temps. Et puis là, sur ce match, à la Moutonne, bon, il a fait du mana, c'est-à-dire qu'il est capable, sur un coup de génie, comme il fait, il est imprévisible, dans le bon comme dans le mauvais, mais il a souvent des éclairs de génie qui peuvent faire mal et il peut frapper à tout moment, quoi, et sur coup de pied arrêté, sur cette ligne de passe clairvoyante, voilà, pour éliminer des joueurs. Non, c'est un joueur qui, dans un bon jour, qui peut gagner à lui tout seul. Donc, Toi, Patrick, quand tu entends parler de ce type de profil, ça te fait penser à un joueur que tu aurais pu connaître, avec lequel tu aurais pu évoluer pendant ta carrière au sein de ton équipe, ou quelqu'un qui serait un adversaire mais qui t'aurait marqué positivement, enfin dans ce sens-là? Ce joueur-là, j'ai jamais vu jouer, donc, mais j'en ai entendu parler parce que bon, je sais qu'il a joué au LAS, après il est venu au Sporting, après il est parti ailleurs. Mais on m'a dit que c'est vrai qu'à tout moment il pouvait faire gagner un match. Donc toute proportion gardée par rapport au niveau, c'est comme les styles Lionel Messi qui sont capables de faire gagner un match à lui tout seul. Mais toute proportion gardée par rapport au niveau. D'accord. Et toi, par rapport à ta période professionnelle de joueur, tu as connu des joueurs un peu comme ça? Au Sporting, par exemple? Non. Bognar, oui, c'est un bon joueur, Bognar. Mais après, à Toulon, il y a eu Leonardo Rodriguez, qui était capable à tout moment de faire gagner le match. Après, un plus ancien encore, mais c'était pas le même style de joueur, des Leonis, mais c'était pas le même style. Je pense pas que c'était le même style de joueur, parce que c'était un renard et il était capable de... Il pourrait pas te rappeler d'Alger, par exemple? Manas, là, c'est un peu ça, un peu meilleur de jeu technique, qui sait dribbler. Oui. Qui peut... dans la passe, sur les coups de pied arrêtés, sur tout ça, c'est des dangers, c'est des joueurs, il faut toujours avoir l'œil. Ou Amérieux, peut-être aussi, dans un registre. C'est vrai. Fred, à l'époque de Toulon, il jouait plus sur le côté gauche. Ça serait plus peut-être un Patrice Marquet. D'accord. Patrice Marquet, il avait une qualité de passe très très forte. Il était très fort. Et je pense que ce joueur Patrice, il n'a pas fait la carrière qu'il aurait mérité parce qu'il avait des qualités extraordinaires. On avait un beau trident là, Marquet, Mérieux, Revel, moi je dis. Ouais. C'était chouette. On est plus dans le prochain match à Ligue. Ouais. Mais ça fait rien. Bien sûr que ça fait rien. Voilà, c'est bien, on a quelqu'un qui fait partie de l'histoire du Sporting et voilà, donc c'est bien aussi de pouvoir échanger et d'en profiter. Pour clôturer cette seconde émission du Rascasse Show, nous allons aborder un sujet qui interroge pas mal de supporters, c'est le cas Franck Chiatta, qui a disparu des radars depuis plusieurs semaines, qu'on ne voit plus aux entraînements et encore moins sur le terrain. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Franck qui a effectivement fait un début de saison qui était plutôt moyen, mais quand on sait qu'à un moment donné on s'est beaucoup interrogé sur le plan offensif et la valeur offensive du Sporting avec les cas Diallo, les cas Prera qui étaient absents. Voilà, on peut se demander pourquoi Franck Chiatta n'a pas eu une nouvelle chance au sein de l'effectif. Moi, j'ai même pas envie de... Même si ça me fait évidemment
beaucoup de peine et c'est vraiment une situation difficile. Mais au-delà du cas, je n'aime pas ce mot, mais Franck Chiata pose question. C'est un joueur qu'on enlève à l'effectif, un joueur qu'en ce moment on est décimé et dont on aurait bien besoin. Donc c'est un peu incompréhensible et quand on a des objectifs de montée, écarter un joueur parce qu'il ne convient pas, c'est déjà pas pro, c'est pas la première fois et comme je le dis souvent, le président c'est son club, mais quand il prend des décisions comme ça, il agit contre le Sporting. Donc là, je me retrouve sur sa route parce qu'on peut discuter de tout, mais ce joueur doit au moins jouer en réserve. Et puis, il faut trouver une solution, le réintégrer, le remplacer, mais il manque un joueur à l'effectif. On veut monter, c'est incompréhensible. Si je me fais l'avocat du diable, finalement, depuis le Sporting, c'est 10 matchs sans défaite. Depuis le match face à l'Atlético, c'est un Sporting qui gagne, c'est un Sporting qui marque quand même des buts sans Franck Chiata. Est-ce que finalement, ça peut pas être aussi un argument Ouais, mais ça serait voir vraiment le problème par le petit bout, parce que à contrario, il y a des joueurs actuellement qui sont loin de briller et qui ne méritent pas, ou qui en tout cas devraient moins jouer. Et Franck ont été tout à fait capables de se relancer, comme Idriss est en train de se relancer. On ne met pas au placard un joueur parce qu'il fait 3 mauvais matchs. Il n'en a pas fait 500 de matchs, il en a fait 3, peut-être 4. Mais voilà, donc non, on peut prendre le truc par tous les bouts, c'est incompréhensible. Ça a été vraiment du jour au lendemain, quoi. C'est vraiment étonnant. Il a fait 3 mauvais matchs. Effectivement, le pourcentage de passes, là, il doit être assez. Ouais, mais à une époque où le Sporting était. C'était pas le seul. C'était l'équipe qui balbutie, mais c'était normal, il ne fallait pas s'affoler. Mais voilà, après, là, il a plus eu sa chance et c'est assez étonnant de vraiment le mettre au placard. En plus, le problème, c'est que pendant toute cette période, au final, est-ce qu'il peut s'entraîner? Du coup, est-ce que si jamais même on lui donne sa chance pour revenir, est-ce qu'il pourra être à 100% de ses capacités, de ce qu'il peut montrer, quoi. Donc, Ouais, pardon, je te coupe, mais moi ce que je me dis, c'est que quand on voit les difficultés de la réserve qui manque en plus de maturité, parce que c'est une équipe très jeune, qui flirte de plus en plus avec le bas du tableau, je me dis que ne serait-ce qu'en réserve, c'est un joueur qui pourrait apporter, de par son expérience, son âge, la connaissance d'un niveau supérieur au régional 1, voilà, donc ça interpelle. Ça peut même lui permettre de gagner en confiance et au final de montrer de regagner ses belles galons, choses et ouais. voilà, de prouver qu'il a peut-être sa place dans l'équipe. Là, on a en plus le cas, si on compte Moulet, Sebou, Préra, ça commence à être. À faire du monde, du monde sur le banc, sur le banc. Par des suspendus. Si à Franck Chiata samedi, ça va pas faire de mal. C'est sûr. Ça ferait pas de mal. C'est sûr. Toi, Patrick, tu as connu dans ta carrière une situation un peu similaire où quelqu'un au sein du club, que ce soit le président ou un coach, décide de t'écarter du groupe? Oui, Ouais. oui, malheureusement. Malheureusement, mais je ne pensais pas quand même à ce niveau que ça puisse arriver. Moi, ça m'est arrivé au Havre où j'ai signé en cours de saison, je crois que j'avais signé le 12 septembre, c'était en 2000, et avec un entraîneur qui... C'était qui? C'était Beaujouan. Donc moi, en plus, j'avais joué avec... c'est Joël Beaujouan. C'était un bon... Il commençait dans la carrière, donc mais après, au début, il me voulait parce que il cherchait un attaquant. À l'époque, il y avait Caviglia qui jouait, Dogno, il y avait Solois et tout. Solois, ouais. Et au bout d'un mois, malheureusement, il s'est fait virer. Donc, alors que tu marques un but, c'est ça? Non, non, c'était pas encore. Donc j'avais marqué 1 ou 2 buts, c'est tout, et en 5-6 matchs. Et après, un nouvel entraîneur qui arrive, et par contre, lui, au bout de 2 jours, il me dit si tu trouves un club, tu peux partir. Donc
je venais de faire déménager mes enfants et ma femme de Saint-Étienne pour venir au Havre. Donc j'avais dit non, pour l'instant je reste et on verra bien. Et après, en fin de saison, il me faisait jouer en Détroit. Et une fois, au mois de février, où il y a plusieurs joueurs qui pouvaient jouer en Détroit, et il me dit tous les vendredis, venez, tu vas jouer à la Détroit. Je disais oui, parce que j'aime jouer. Et une fois, je lui ai dit non. Non, j'ai 32 ans, en fait, jouer des jeunes, parce que les jeunes, c'est peut-être maintenant qu'ils vont signer pro, donc il faut que vous les voyez en Détroit. Donc j'ai pu jouer en Détroit, et pendant un mois, je faisais que m'entraîner. Et une fois, Thomas Degnaud se blesse, et il me fait jouer à Westcal, on gagne 1-0, je marque. Et Degnaud est revenu la semaine d'après, et j'ai pu rejouer. D'accord. Donc, malheureusement. Et par contre, ce qui a été dur, c'était en fin de saison, il me restait encore un an de contrat. Mais il n'a pas voulu que je reprenne avec les pros. D'accord. Donc on était 3 à s'entraîner tout seul. Je me rappelle il y avait un Sénégalais, il y avait Solois et moi, et il nous mettait un entraîneur diplômé. Je te coupe, Solois, tu as fait loin que c'est lui qui m'a dit viens au Havre, Havre, tu vois, ça joue bien au ballon. Et donc on faisait des entraînements, on allait courir à la forêt, je me rappelle, on faisait des tirs au but, sans gardien et sans but. C'est un concept, hein. C'est dur à vivre. Ouais. Et pour arriver, c'est une date qui est importante pour tout le monde, c'est le 11 septembre 2001. C'est le jour où je me suis licencié du Havre. Alors t'es arrivé le 12 septembre et t'es parti D'accord. Ça a été dur pour moi, et bon, après, en plus, c'est les événements qu'il y avait eu. Donc, oui, parce que 2000. Et voilà, donc après, c'est dur de se remettre. Mais là, pour moi, ce niveau-là, de faire des. Je ne connais pas l'histoire, hein, à vous écouter, ils ne s'entraînent même pas. Donc, on lui interdit de s'entraîner, ça, je trouve ça un peu. Ou alors qu'on le laisse partir. S'il a les possibilités de partir, il faut que ce joueur. C'est ça. Je ne sais pas quel âge il a, mais. 27, 28. Ouais, il est relativement jeune, il a encore quelques années. Donc il faut qu'il joue. Donc après, est-ce qu'on connaît toute l'histoire? Non. Ça va. Voilà. Mais en tout cas, au niveau des supporters, que ce soit sur les forums ou les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'interrogations, et c'est pour ça qu'on voulait aborder le cas Franck Chiatin. Qu'on le laisse partir, qu'on le remplace. Il y avait eu un peu Bouzine, même si c'était un peu différent, mais Ramos, ça commence à faire beaucoup aussi à chaque fois. On agit comme ça, non, c'est pas bon. C'est pas la bonne méthode. Non. Ok. C'est la fin de cette émission. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous courant décembre pour le Rascast Show numéro 3. Rascast.